Bienvenue au Delicious Show, un podcast croustillant, delicious bien sûr, et je suis votre animateur, David Paré. Et dans ce podcast, on parle de plein d'affaires, de relations hommes-femmes, parfois même de sexualité, de croissance personnelle, d'entrepreneuriat, et bien sûr, plein d'autres belles choses croustillantes. Et ce soir, je reçois le super Andy Gabriel. Yes! Yes! Merci pour nous avoir joué ce beau morceau. C'est une belle entrée en matière que tu nous fais là. Hey, merci beaucoup, mon cher David. Alors, ce soir, nous avons 3 thèmes. Alors, on va parler de parcours scolaire, disons, chaotique. Ouh, le gros vocabulaire. Et on va parler également de art martial. Et on va parler, bien sûr, de musique. Évidemment, mon cher. Et on vous réserve quelques d'autres petites touches croustillantes. Alors, Andy, on se fait un chin? Ben oui. Yes. Certainement. Par où commencer avec toi, mon Dieu? J'ai envie de commencer par la musique. Oui. On a vu tes talents et on les a entendus. Ça vient de où, ça, tes talents? Comment tu as commencé ça? C'est ce que, mon cher David, je pense que le mieux qu'on puisse faire présentement, c'est de commencer au début de l'histoire. Vas-y. Le début de Ça l'histoire. a l'air inspiré, là. Ah oui. Moi, c'est toujours inspiré. Mm-hmm. Le début de cette histoire-là, ça commence à l'école. Parce qu'en fait, comme tu as dit tantôt, j'ai eu un parcours scolaire qui était particulièrement... Ouais. Bof. Uh-huh. Moi, toute ma scolarité, jusqu'au 3e année du primaire, ça l'allait pas très bien, honnêtement. OK? Mm-hmm. 3e année du primaire, j'ai été envoyé en trouble de comportement. Fait que, en fait, j'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux, puis en fait, je le suis encore. J'ai été envoyé en trouble de comportement, c'était quelque chose que... C'était vraiment compliqué pour moi aussi de m'intégrer dans ces gens-là, parce que j'étais pas comme le bum, si on veut. J'étais vraiment comme... J'étais juste l'anxieux qui était là, puis qui avait de la misère à se faire des amis. Au fur et à mesure... jusqu'en secondaire 1, je suis resté en trouble de comportement dans ces classes-là, des classes spécialisées. Secondaire 1, même chose. Puis un beau jour, à la fin de ma première année du secondaire, on est venu me voir puis on m'a proposé d'aller dans une école spécialisée, qui était une école pour les troubles anxieux. Okay. Puis bref, tous les élèves plus en difficulté. J'ai accepté. Puis ça a été probablement comme la pire erreur de ma vie, considérant le fait que j'ai été envoyé dans une école qui n'était pas du tout adaptée à mes besoins. Je vais pas te dire le nom de l'école parce que j'ai pas envie de descendre genre un établissement, mais j'ai vécu des choses qui étaient particulièrement difficiles là, par rapport au professeur. Je pense que je vais dire une chose que j'ai vécue, puis déjà ça va mettre les points sur les i. À ce moment-là, quand je suis rentré à cette école-là, j'étais en secondaire 2. On m'a mis dans une classe de secondaire 1. Donc, j'étais au-dessus des gens dans qui j'étais, littéralement. J'étais dans une classe de secondaire 1, puis mon niveau était secondaire 2. On s'entend, c'est ridicule. Là. Moi, je ne pouvais pas suivre les cours de groupe. Qu'est-ce qui se passait, c'est que j'étais dans les coins. Je portais un casque pour éviter d'avoir le bruit autour de moi. Puis ça a duré 6 mois de temps. Jusqu'à temps que moi et mes parents, en fait, on fasse comme des plaintes, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens. Puis j'ai réussi à être mis dans une classe, mettons secondaire 2,
Toujours, ça n'allait pas super bien. Puis là, moi et mon père, on a été voir le directeur de la commission scolaire dans laquelle on était. Puis, en fait, on m'a demandé, en fait, tout simplement, d'aller à l'école pendant 1 mois de temps. Puis si je le faisais, on m'a envoyé en prolongation, en fait, dans mon école de quartier. Okay? Qui est... est-ce que je peux dire le nom? Je peux-tu? C'est libre à toi. Saint-Exupéry, qui était l'école proche de chez moi. Bon. Fait on m'a envoyé à cette école-là. Je suis rentré dans une classe de prolongation. En fait, j'avais le droit à 2 jours avec ces professeurs-là. Fait que j'ai fait 1 mois au complet dans une école où j'étais pas compris, où j'étais pas dans la bonne classe, où il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les choses qui étaient mises en place là. J'ai pas vraiment envie de rentrer trop dans les détails. Mais bref, ça marchait pas. Fait que moi, j'ai resté là pendant 1 mois de temps. Après ça, j'ai été 2 jours en prolongation. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai rencontré 3 professeurs vraiment formidables, des gens incroyables. Puis eux ont fait la demande à ce que je vienne avec eux, en fait. Puis dans ces 3 professeurs-là, il y avait un guitariste qui chantait des chansons connes sur ses élèves. OK. Puis c'était un professeur qui était vraiment funny, tu sais, c'était le genre de... La manière je vais le dire, ça a l'air bizarre, mais dans le contexte, c'était vraiment drôle. C'était, mettons, il se mettait à l'entrée, puis il venait taper comme à l'arrière de la tête de chaque élève, tu sais, genre de manière... C'était vraiment cool, tu sais, le fait d'avoir un professeur qui n'agisse pas de la manière standard. Parce que je me rappelle d'un moment où il a dessiné sur un mur avec un crayon indélébile, puis il a mis la faute sur un élève. Puis toute la classe était au courant, c'était fucking drôle. C'était vraiment très drôle. Puis moi, je me suis vraiment inspiré de ce gars-là qui tu sais, je le voyais un petit peu comme un idole, là, tu sais, c'était comme « wow, il est tellement confiant, il est tellement tout ». Mais ce qui le différenciait, ben, c'était justement, il est musicien. Oh mon Dieu, OK, ça c'est nice. Fait que j'ai fini l'année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ma mère, écoute, on peut aller chercher une guitare? C'était la fin de mes 14 ans. Ma mère, elle me dit, ouais, why not? Fait que, on s'en va au Archambault. Je m'achète ma première guitare. Puis je tombe fou raide amoureux de l'instrument. Au début de l'année, en fait, de l'année scolaire, je suis rentré dans un cours d'art-études, en fait, parce qu'en fait, je suis resté dans cette école-là, Saint-Exupéry. Fait que on a réussi à me changer d'école, de l'autre école de fou, là. Puis j'ai fait un programme d'art-études qui m'a amené à jouer à la Place des Arts à la fin de l'année. Ça se place bien dans une phrase, ça? Ouais, c'est ça. La phrase, c'est qu'on était environ 50 guitaristes enfants. Fait qu'on c'était pas super glorieux, mais quand même, j'ai joué avec... non, mais j'enlève la valeur, mais en fait, j'ai joué avec Robert Charlebois. Ah! Ça aussi, ça se place bien dans une phrase. C'est pas fait. Moi, la semaine, je joue avec Robert Charlebois. Oh, OK, oui. Donc, j'ai joué avec Robert Charlebois la première année où j'ai commencé la guitare. Puis, en fait, dans les cours que je prenais, j'étais clairement en avance sur les autres, même qu'à un certain moment, c'était moi qui... En fait, le professeur divisait la classe en 2 parties différentes. Puis moi, j'enseignais aux plus poches, si on veut. Puis lui, ben, il enseignait à ceux qui avaient plus de misère. Fait que moi, j'ai 1 an de git. Puis j'enseigne déjà, j'ai déjà commencé l'enseignement avec mes camarades de classe qui étaient en retard sur le reste du groupe. Fait que j'ai fait ça 2 années de suite. L'année d'après, fait que en secondaire 3, en fait, j'ai réussi enfin à me rendre dans une classe régulière. Là, le problème, c'est que quand ça fait depuis ton primaire que tu es dans des classes spécialisées, tu as l'habitude d'être avec du monde de même, tu as l'habitude d'être avec des gens... tu as l'habitude d'être traité différemment, tu sais, puis on te remet dans un contexte normal, sans préavis, sans rien, tu sais, c'était ça que je voulais, tu sais, mais je sais pas. Mais ça marche pas, parce qu'en fait, t'as pas les mêmes... T'es pas socialement sur le même plan que les autres, t'as pas vécu la même chose que les autres. Puis j'étais de base pas quelqu'un de très conformiste, mettons. Je me conformais pas vraiment à ce qu'un jeune cool devait faire. Fait que j'ai arrêté l'école à ce moment-là pour vraiment me consacrer à la musique.
Entre-temps, puis là, on va rentrer dans l'histoire des arts martiaux. Moi, ça faisait depuis l'âge de 5 ans que j'ai fait du karaté, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait du ninjutsu, On a fait en Ninjutsu. J'en ai fait un petit peu aussi. C'est vrai? Ouais. C'est où que t'as été pour le fun? Ah, c'était un coach comme ça là, qui faisait ça dans ma région. Là. C'était pas rien de structuré, quoi son nom? mettons. Là. Il s'appelait Marc Duplessis. OK. Non, je connais pas. OK. Fait que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Puis, en fait, j'ai fait du MMA, de la boxe. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que, en fait, à 16 ans, j'ai retourné, après plusieurs années d'arrêt, à une école qui s'appelle Nef Martial, okay? Qui est une école dans Saint-Michel, qui est une école qui était gérée en fait par Ali Nestor Charles, qui est un ancien boxeur professionnel. Puis en fait, cette école-là, il y avait en haut, okay? Puis en fait, c'est encore le cas d'ailleurs pour les jeunes en difficulté, ils font ça. Il y a une salle de classe avec un professeur, puis il y a vraiment un programme de sport-études à l'intérieur de l'école. C'est destiné aux jeunes en difficulté, aux gens qui ont de la misère, avec tout ce qui est système scolaire. Fait que moi, c'est dans cet univers-là que je me retrouve, dans un univers où déjà, c'est quelque chose que j'aime, les arts martiaux, parce que on parle beaucoup là, de développement personnel. Ouais. Je peux parler beaucoup de discipline aussi, puis parler beaucoup de spiritualité, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui en englobe beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, OK, tu peux jouer au soccer, mais tu peux pas jouer à la boxe. Okay, c'est ce que je veux dire? Tu peux pas te permettre de pas être discipliné quand que le risque, c'est de te faire taper sa gueule puis de finir à terre. Ouais. Fait qu'il y a une grosse forme de discipline qui s'installe. Il y a une part spirituelle aussi qui est pas quelque chose qui est forcément obligé d'arriver. Dans mon cas, c'est quelque chose qui est rentré. La spiritualité, pour moi, c'est un petit peu les énergies, les chakras. C'est comment qu'on gère son propre corps d'une manière à comme être capable de passer par-dessus des blocages. Puis là, des blocages, on va en parler en maudit. Là. Fait que les arts martiaux, ça m'a vraiment... On est dans le thème. À soir, hein, avec mes invités, hein. On est dans le thème. On est dans le thème en maudit. On est dans le thème. Fait que tout ça, le kickboxing, j'en ai fait encore pendant un maudit bout. C'était vraiment le fun. Qu'est-ce qui était cool avec ce programme-là, en fait, c'est que, mettons que je prends le système scolaire, là, puis genre, je vais pas le bâcher. Ouais, je vais le bâcher. Fait que, je vais pas passer par 4 chemins, là, je vais bâcher le système scolaire au complet, OK? Il y a 2 établissements, OK? Attends! Non, le bâcher est écrit, ça, oui, c'est bon, on aime ça. Il y a 2 établissements, deux types d'établissements, okay, dans le monde où on rassemble des gens totalement différents avec des objectifs différents, des objectifs de vie, mais je vais enlever vie, là, juste objectifs différents. Des gens qui ne sont pas là pour les mêmes raisons, des gens qui sont obligés d'être là. Il y a 2 établissements dans le monde, la prison puis l'école. La prison puis l'école. Donc, littéralement, je suis en train de comparer l'école au système carcéral. C'est une belle analyse que tu fais. C'est intéressant ce que tu viens de dire. J'ai une grosse peine pour le... J'ai de la peine que l'école soit qu'est-ce que c'est présentement. Il y a tellement de programmes qui pourraient être full intéressants. Tu sais, mettons, les cours d'histoire. Moi, j'adore. Là, je rentre dans de quoi que je trippe. Mettons que ça aurait été moi, là, le gars là, qui décide là, ce qui se passe. Là, qui décide sa carte. Là. Moi, le professeur d'histoire devrait enseigner ce qu'il veut enseigner. Je ne donnerais pas un programme que tout le monde apprend. Parce que, en fait, non, attends, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Mettons que tu as plusieurs classes, plusieurs profs. Cette classe-là, elle apprend un professeur qui a étudié l'histoire. On s'entend, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui a envie de parler de ce qu'il aime. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il ne va pas avoir les mêmes... Il va pas avoir les mêmes affinités avec un contexte historique que l'autre professeur à côté, que je sais pas, sa grand-mère était une nazie fasciste. Je sais pas. Mais tu sais, il va pas avoir le même... Écoute, il va pas avoir le même... la même connexion à l'histoire. Puis
moi, qu'est-ce que je pense qui serait vraiment intéressant, c'est ça, c'est que chaque professeur d'histoire enseigne à leur classe ce qu'ils veulent enseigner. Puis en fait, avec le bouche à oreille, au final, on apprendrait tellement plus. Je me rappelle avoir demandé à un professeur avant pourquoi qu'on apprend ça. Puis ce qu'il m'a répondu, c'était pour pas avoir l'air cave en société. Oh boy. C'est comme, OK, wow. Mais Si tout le monde aurait des connaissances... Mettons que l'éducation serait fragmentée. ouais. En fait, tout le monde s'apprendrait tout par bouche à oreille. Moi, c'est ma logique. Ma logique, elle est là. Et si, mettons, genre, un groupe de personnes, je leur apprends mettons, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puis un autre groupe de personnes, je leur parle des Autochtones, à un moment donné, je veux dire, ces gens-là, ils vont finir par se parler, puis je veux dire, l'information va se répandre de manière probablement plus efficace, parce que je sais pas si tu es comme moi, mais moi, quand je parle à quelqu'un, quand je parle à quelqu'un, mettons, qui a pas comme... je sais pas comment dire. Quand je parle à quelqu'un qui est juste un ami, une connaissance, quelqu'un qui est juste au même niveau que moi, on dirait que je vais être plus porté à écouter ce qu'il veut dire. Puis, parce que justement, il y a une espèce de relatable, on est capable de se mettre dans le même panier, en fait. Tandis que si, mettons, je t'impose de l'éducation, il y a comme une espèce de... Je sais pas comment dire. En vrai, il y a une espèce de blocage à ce niveau-là. Après ça, là, je parle pour moi. On va rentrer là-dedans. Il y a pas mal de viande psychologique. On va s'amuser. Ben, je suis plus ou moins d'accord avec toi sur le fait que si un prof enseigne, exemple, j'ai bien aimé ton exemple, Deuxième Guerre, puis les Autochtones, je pense pas que les élèves vont s'en parler après. T'sais, ils feront pas « toi, qu'est-ce que tu as appris? » Puis les gens, oui, je te dis pas que sur 10 personnes, il n'y en aura pas une ou deux de passionnés, mais le monsieur, madame, tout le monde, je pense pas qu'ils vont vraiment se transmettre ça tant que ça. Je suis peut-être un peu plus sceptique que toi sur la population en général. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'intéresser à ce qui, eux, l'intéresse. Par contre, moi, j'ai vu une prof d'histoire extraordinaire au cégep. Puis je n'étais pas tant passionné de l'histoire, mettons, comme toi, mais cette dame-là, elle était tellement en feu qu'on était tous scotch-tapés à sa bouche. Fait que oui, je suis d'accord avec toi que si on impose quelque chose, ça passera pas, mais si tu mets des profs passionnés, ça peut changer la donne. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense pas que c'est l'élève qui va transmettre l'information, mais l'adulte que l'élève va devenir. Puis je pense que c'est là que ça fait oui, une fois adulte. Différence. Moi, je pense sur le long terme, je pense pas sur le court terme. OK, moi, j'étais dans le court terme. Non, oui, sauf que dans le long terme, on oublie. Serais-tu capable de te redire ce qu'elle m'a dit la dame, là, 20 ans, à mon école, en histoire? J'ai oublié, là, ça fait 20 ans. Mais là, on s'entend, là, je pense que là, surtout, on est comme dans une génération qui est très focusée sur l'apprentissage. Tu sais, aujourd'hui, on a Internet, puis on a un flux d'informations. Hey, mon Dieu, c'est tellement genre... On a tellement d'informations que, je veux dire, je pense que dans toutes les générations à date, là, on est celle qui a appris le plus. Là. Je veux dire, un gars de 20 ans comme moi qui n'a pas été à l'école, c'est clair que j'ai plus de culture générale que quelqu'un il y a 20 ans qui n'avait pas d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette espèce de... C'est quasiment une surconsommation de l'information. Fait que... On est habitué... Ça sent le débat, ça, ce qu'ils viennent de dire. Ah, mais écoute, ça sent on est tellement habitué à l'information. On dirait que c'en est quasiment une addiction. Puis je pense pour les gens entre 20 et 30 ans, c'est quelque chose qui... J'ai l'impression qu'on est dans un monde, justement, où l'information passe bien pour les gens entre 20 et 30 ans. Après ça, je comprendrais si ça s'oublie. Mais tu sais, nous, c'était pour l'oublier à ce moment-là. Je veux dire, tu l'aurais oublié. Peu importe ton cours. Je suis d'accord avec toi pour les gens qui ont ton profil. Parce que là, fais attention de ne pas tomber dans « moi, je suis de même, fait que les autres sont de même ». Perso, je ne suis pas certain de ça. Je pense que la notion d'effort, elle est moins là que les générations antécédentes. Hey, ouvre un dictionnaire, c'est forçant. Puis moi, ce que je vois beaucoup, c'est, les gens maintenant, c'est Netflix, divertissement. Fait que oui, il y a une partie de la population qui est, moi, je travaille sur moi, croissance personnelle, j'étudie je check des YouTube, je lis des livres, mais ça, c'est une partie. Et
m'a te dire une chose. Tu sais qui les deux personnes, parce que comme tu le sais, je fais des formations, fait que j'en ai vu du monde en 10 ans. Tu sais qui les deux personnes qui m'ont dit, je sais pas, c'est qui Marilyn Monroe? Vas-y. C'était des gens dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans. Et j'ai un jeune qui m'a dit, et ça parle, ça. Mais il va se reconnaître, d'ailleurs, ça a été un de nos invités. Il me dit, moi, je m'en crise de savoir c'est qui Marilyn Monroe. Elle n'est pas de ma génération. Puis pourtant, c'est un jeune qui est déchaîné sur la croissance personnelle. Oui. Tu sais ce que j'ai répondu? Je disais pas de ma génération non plus. Je n'étais pas né quand... Fait que, là, on s'amuse à... Mais je m'amuse un peu à clasher les idées avec toi. Là, on n'aura peut-être pas la réponse absolue. Mais... Non, c'est... Vas-y. Ouais. Qui est un peu la remise en question du système d'éducation actuel. Puis je salue ton courage de le faire parce que. Puis, ce que j'aime, c'est qu'en fait, tu sembles mettre à l'avant-plan quelque chose que je trouve qui devrait s'enseigner, qui est le sens critique. Oui, parce totalement d'accord. que l'histoire, c'est l'histoire qui a été racontée par le conquérant. Fait que ça reste une perception de l'histoire. Fait que ça serait le fun, peut-être, quand on éduque, puis là, je mets des gros guillemets, puis ils ne sont pas par hasard, les enfants, qu'on leur dise de garder toujours en tête que toute chose est relative dépendamment de la position où l'on se place. Tu sais, moi, je me passionne pour l'herboristerie, puis toute la pharmacie qu'on peut retrouver dans les plantes vivaces du Québec. Puis on ne nous enseigne pas ça à l'école. Fait que, tu sais, j'aime que tu ouvres la fenêtre sur OK, l'école, mais qu'est-ce qu'on fait de toute la connaissance qui est pertinente, qu'on regarde pas du tout ou qui semble vraiment insignifiante? Tu sais, je pense que... Ça, je suis avec toi là-dessus, mais c'est, ça serait intéressant de sortir des études là-dessus. C'est une bonne question, mais comme je te dis, tu sais, c'est jusqu'à quel point que monsieur, madame, tout le monde pousse la machine. Tu sais, je pense que c'est une catégorie de personnes. Tu sais, ouais. Je suis pas sûr que c'est une question de génération. Le système est clairement défaillant de base. Ouais. Présentement, le système ne marche pas. Là. Tu sais, je veux dire, on s'entend. Tu viens de me le dire, là, okay? Tu te rappelles pas de ce que tu as appris il y a 20 ans. Puis, tu sais, c'est sûr. J'ai envie de le dire, vraiment, le système il est défaillant, il ne marche pas de la bonne manière. Moi, regarde, je vais le dire clairement, là, je suis en calisse contre l'école, je suis en crise que j'ai pas appris le RCR. Pourquoi? Un cours de RCR, là, OK, c'est pas long. C'est pas long un cours de RCR. Il me semble qu'apprendre à réanimer quelqu'un qui est en train de mourir, ça devrait être une nécessité. Pourquoi que c'en est pas une? Je comprends pas. C'est 1 heure de cours. À la place de ça, on a eu des cours de culture, de culture religieuse que je trouve excellents. C'est incroyable. Mais en fait, c'est des cours qui sont déjà de base pas bien enseignés. D'ailleurs, je suis pas sûr, fait que vraiment, comme de qu'est-ce que je veux dire, mais me semble qu'ils ne l'enseignent plus. Est-ce que je me trompe? OK, personne ne le sait pas. OK, personne ne le sait. Oui, il y en a encore? OK. J'avais entendu dire à un moment donné que c'est peut-être dans un autre pays. En tout cas, bref, j'ai entendu dire que il y a de quoi avec ça, du moins que le système a été remis en question par rapport à ce niveau-là, parce que les cours de culture religieuse, c'était genre 1 fois par mois, tu sais, c'était vraiment, en tout cas, dans mon cas, puis me semble que c'était... Puis il me semble que dans ces cours-là, on faisait pas grand-chose, là. C'était pas... C'était pas des cours qui étaient très développés, mettons, là. Pas des affaires que j'aurais pu pas apprendre autrement. Fait qu'il y a cette partie-là, puis encore, il y a tellement de temps attribué à l'école, puis il y a tellement... Ben, si tu me parles d'herboristerie, pourquoi je sais pas, comme, mettons, aller dans une forêt puis savoir quoi que je peux manger, qu'est-ce que je peux... J'avoue, je rentre dans des détails. Ça, tout. Si on dit la réponse, on la connaît la réponse, mais on peut pas la dire. Oui, pourquoi est-ce que le plantain, qui est une mauvaise herbe, qu'on appelle mauvaise herbe, mais peut guérir contre les piqûres, peut guérir les maux d'estomac, peut guérir tellement d'affaires, puis on l'appelle mauvaise herbe. Pourquoi? Je donnerai pas la réponse, mais j'aime bien placer la question. Je trouve ça fou. On va se l'envoyer télépathiquement, la réponse. Hein? On la connaît tous, mais bon. Ouais. L'herboristerie. Je te parle d'herboristerie, mais il y a tellement de choses qu'on perd. Il y a tellement de choses. Ouais, vas-y donc, t'as de l'air inspiré. Tu sais, on a des connaissances qu'on a acquises pendant des millénaires, que ce soit des connaissances spirituelles, des connaissances
On parle de religion, mais j'ai pas l'impression qu'on parle réellement de spiritualité puis de qu'est-ce qu'on peut aller chercher en dehors de... Tu sais, moi, je me considère pas comme religieux, je me considère comme agnostique. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, je suis content. S'il y a rien, ben tout bad, là, c'est plate, mais... mais je pense que c'est important quand même d'avoir une forme de spiritualité, comme être capable de se rendre compte que on a comme... Je veux pas dire un âme, parce qu'en fait, ça veut rien dire pour moi, mais qu'il y a de quoi... Le subconscient, il est comme à part de son conscient. Puis je me rappelle, je parlais de ça avec une amie qui a été publiée dans le journal, d'ailleurs, par rapport au fait qu'à l'école, on donne pas de cours sur la santé mentale. C'est vraiment grave, parce que moi, je suis quelqu'un d'anxieux, puis je pense qu'on va en parler tantôt, là. J'aurais aimé ça qu'à l'école, on me dise c'est possible qu'à un moment donné, tu aies une boule au ventre. Que tu aies quoi? Que tu aies la boule au ventre. Ah. C'est possible qu'à un moment donné, tu te sentes pas bien. Ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses de la dépersonnalisation. De la dépersonnalisation, c'est des troubles dissociatifs qui touchent tellement de gens anxieux. Mais la chose, c'est que la dépersonnalisation, c'est un trouble qui n'est pas connu. Les gens qui vivent de la dépersonnalisation, puis ça, c'est une vérité. Les médecins... OK. Les gens qui... Oh, attends, je rentre dans mais la... attends une minute, là. Oh. Je vais t'expliquer C'est qu'est-ce que quoi la ta dépersonnalisation. définition? Ouais, c'est ça. Je vais t'expliquer c'est quoi avant tout, OK? Ouais, excuse-moi, je rentre dans le... Ah non, mais j'aime ça. Là. La dépersonnalisation, c'est généralement, ça arrive aux gens qui sont anxieux, les gens qui vont faire de l'anxiété sociale. Le cerveau va switcher en mode survie. Okay? Puis là, on parle pas de... Là, tu as le stress, tu as la boule au ventre, mais tu as un step au-dessus. Le step au-dessus, c'est quand le corps considère que ce que tu as à vivre présentement est tellement difficile, okay? Pour un trouble anxieux, c'est n'importe quoi peut être trop difficile pour ton cerveau, OK? En fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va mettre en stand-by toutes tes capacités de conscience, puis en fait, tu peux développer des hallucinations. Tu peux avoir l'impression... Généralement, c'est ça que le premier trouble, c'est tu as l'impression de te voir de l'extérieur comme à la troisième personne. C'est de quoi qui est vraiment dur à comprendre pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Mais en fait, tu vas sentir ton corps d'une manière vraiment particulière. Ça se peut que tu te sentes débalancé, étourdi. Puis, justement, tous ces symptômes-là, c'est des symptômes qui sont tellement bizarres qu'une des premières causes de consultation chez le médecin, puis que les gens ils viennent voir le médecin en disant « je pense que j'ai un cancer cérébral okay. », c'est généralement des gens qui dépersonnalisent. Puis c'est souvent des hypochondriaques, des gens qui sont anxieux. Parce qu'en fait, les symptômes sont tellement rough, sont vraiment, vraiment rough, que vraiment, quelqu'un qui en souffre va avoir littéralement l'impression que son cerveau est en train de flancher. Puis ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. OK. Mais là, il y a de la viande dans ce que tu me donnes, toi, là. Faut que je prenne un plus gros couteau. Vas-y. Oui. Tu as décidé de lâcher l'école en secondaire 3, genre? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, j'étais encore pris dans des troubles anxieux. Puis aussi, une autre chose, c'est que socialement, j'étais pas bon. Fait que j'avais même pas je pouvais même pas dire je vais à l'école pour mes amis, parce que normalement, j'en avais pas. Fait que là, j'ai comme pas vraiment... Tu sais, je fais de la musique, je voyais que j'aimais ça. Tu sais, la musique, c'est... Oh my God, c'est mon trip, je capote bien trop, il y a tellement de possibilités. Mais à côté, je dois faire des efforts pour finir mon secondaire, puis finalement faire des études peut-être dans de quoi qui va peut-être pas tant m'intéresser, ou aller en musique, ce que je fais déjà de mon bord, puis déjà là, que, tu sais, j'avais des en fait, j'avais été à l'école préparatoire de musique de l'UQAM. Fait que j'avais un professeur de l'université qui me... Puis j'avais beaucoup de professeurs. Je pense que je prenais quasiment 4 cours au privé par semaine, là. Fait que là, j'étais comme... Rendu là, ça me tente... tant que ça, genre de faire les efforts nécessaires pour me rendre jusqu'à là. Je félicite les gens qui l'ont fait, puis vraiment, comme je considère pas que je suis meilleur ou moins bon parce que j'ai fait ça. J'ai juste pris un chemin différent. Je suis content. Je suis vraiment content d'avoir pris ce chemin-là parce que clairement que j'en serais pas où j'en suis présentement. Puis là, de même, ça peut avoir là, parce que je pense que je l'ai pas dit, mais je suis professeur présentement à l'université, j'ai 22 ans, tu sais. J'enseigne des cours parascolaires, puis j'ai
un super bon salaire. J'ai vraiment une job de rêve. Je fais ce que j'aime. Je veux dire, je pense que j'ai déjà pleuré de joie en sortant de la job, en me disant quelle chance que j'ai d'avoir ça. Enfin, bref. Est-ce qu'on revient à la partie de la santé mentale ou on le switch? Je veux revenir à la partie de la santé mentale parce que la question... On parle beaucoup d'anxiété, là. As-tu identifié une cause à ça? Qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui... Tu sais, pas clair ce bout-là. Ouais, généralement, puis là, je vais généraliser, mais généralement, les troubles anxieux, il n'y a pas vraiment de cause, en fait. Tout a le potentiel de te tuer. C'est vraiment ça, en fait. Écoute, je peux parler d'hypocondrie, parce que l'hypocondrie, c'est le summum de l'anxiété pour moi. En fait, moi, ça a commencé... J'ai toujours été anxieux. L'hypocondrie a commencé pour moi en fin 2021, en fait qu'en décembre, j'ai été voir un spectacle de musique. Puis j'ai fait l'erreur, la grosse erreur de ne pas mettre de bouchon. Évidemment, c'était un show de métal, fait que ça marchait. OK. Je suis rentré dans l'auto, je suis revenu chez nous, on avait quand même assez bu. Puis là, j'ai les acouphènes qui pètent. Les acouphènes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bip dans l'oreille. Ça veut dire que tu entends un « c'est une petite fréquence, c'est une fréquence pure. C'est quelque chose qui peut être passager, quelque chose que j'ai vécu souvent dans ma vie, parce qu'évidemment, je suis musicien, c'est fait que je l'ai vu. Mais cette fois-là, j'avais comme le feeling que c'était pas pareil. Puis là, j'ai pogné une crise de panique, puis je pense que ça a été la première vraie crise de panique de ma vie, en fait. C'est un moment, en fait, où tu es totalement déconnecté. Puis, en fait, c'est là que j'ai commencé à développer des troubles de dépersonnalisation. En fait, l'acouphène m'a tellement fait mal parce qu'en fait, ça durait 3 jours où vraiment, j'avais l'acouphène dans le tapis. J'appelais le 811, j'appelais le 911. L'acouphène, c'est un syndrome qui se règle pas. C'est-à-dire que si, mettons, au bout de 3 jours, l'acouphène n'est pas parti, tu pourrais le perdre au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, mais si c'est pas parti à partir de là, c'est fini, c'est définitif, t'es pogné avec. Puis pour que vous vous rendez compte à quel point c'est épouvantable, imaginez un bip dans l'oreille, imaginez quelqu'un qui vous picosse de même. Puis le jour où tu vas arrêter de sentir ce picotement-là, c'est le jour où tu vas t'éteindre, c'est le jour où tu vas mourir. C'est ça le feeling. Tu fais le deuil du silence. Quelque chose qu'on ne considère pas. On ne considère pas le silence. On ne considère pas, c'est important, mais non. Quand tu perds quelque chose de même, c'est comme perdre un membre. C'est comme, tu perds le silence. C'est comme tellement fondamental. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. Pendant 3 mois, je suis tombé en dépression vraiment intense. J'ai essayé de mettre des bouchons dans mes oreilles parce que je me disais, bon, si je repose mes oreilles, peut-être que ça va partir, même si je le savais que ça n'allait pas partir. Mais le problème, c'est que je me suis créé un deuxième problème qui s'appelle de l'hyperacousie. De l'hyperacousie, en fait, c'est une hypersensibilité au son. Là, ton cerveau, il va monter tout artificiellement ce que tu entends. Puis en fait, ça te pète les oreilles. Heureusement, l'hyperacousie, tu le perds quand même assez rapidement, mais ça m'a pris environ 2 semaines avant de perdre ça. Mais moi, évidemment, pendant 2 semaines, j'étais comme, OK, là, j'ai peur du silence, puis j'ai peur du bruit. Si, oublie ça, je veux plus vivre, là. Ça va pas bien, là. Fait que c'est ça. Puis là, l'anxiété a amené à des troubles de dépersonnalisation, à l'hypocondrie. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai pogné les acouphènes, j'ai appris quelque chose de formidable. C'est que mon corps n'est pas parfait et mon corps peut être détruit. Mon corps peut être cassé. Puis ça a été ce déclic-là. Ça a été le déclic de l'acouphène, que mon corps n'est pas invincible. Ouais. Donc là, j'ai commencé à avoir d'autres peurs. J'ai commencé à... évidemment, les troubles de l'anxiété créent des symptômes. Tous les symptômes de la dépersonnalisation que j'ai parlé avant. Fait que là, déjà, au début... Il faut savoir que j'avais recommencé les arts martiaux, puis de manière quand même assez sérieuse. Ce qui fait que, on s'entend, quand tu fais de la boxe, ben tu donnes beaucoup de coups de poing. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessé. J'ai eu une tendinite.
au niveau de l'épaule. Sauf que l'affaire, c'est que ça se rentrait dans la poitrine, en fait. Fait que moi, cette douleur-là, je l'ai interprétée comme des problèmes cardiaques. Pas Comprends-tu? reposant, tout ça? Non, zéro. Puis là, l'affaire, c'est que je pense que j'ai des problèmes cardiaques. J'ai 22 ans, là, oublie ça, des problèmes cardiaques, là. Je le sais que c'est illogique, mais c'est ça l'anxiété, c'est que tu penses plus de manière rationnelle. Il y a aucune... Tu sais, je vais paniquer pour de quoi. En même temps, je vais te dire, je le sais que c'est pas ça. Je le sais que c'est pas ça. Chris, c'est évident, j'ai 22 ans, sacrément, là. Je vais pas mourir d'une crise cardiaque demain, là. Fait que tu sais que c'est irrationnel, mais d'un autre côté, encore, là, c'est plus... Tu sais, tantôt, je te parlais, t'as comme ton subconscient que lui est là. C'est un espèce d'esprit de survie. Puis à la base, la dépersonnalisation, si je passe dans le côté évolutif du terme, c'est un état, en fait, que, mettons, nos ancêtres, si, mettons, il y avait un tigre, OK? Ben, t'es pas obligé de réfléchir ben pour savoir qu'il faut que tu te décalisses. Fait que ton cerveau, lui, vient tout prendre la partie inutile sur la conscience de soi, sur Les avez les quotes, vous autres, à soir. Fait que tout ce qui est sensation, tu perds ça. Écoute, regarde, un des feelings les plus bizarres de dépersonnalisation que j'ai eu, là, c'est mes jambes étaient là, j'ai l'impression que mes jambes étaient là. C'était ça que je ressentais. Moi, je te dis, ton cerveau, il marche plus bien parce que lui, ton cerveau, il est dans un mode fuite, combat. Moi, je suis là pour ça, je suis là pour survivre. Ouais. Fait que t'es plus... Puis là, le problème, c'est que ça part pas. Puis là, ça prend du temps, puis il faut être capable de dealer. J'ai fait beaucoup de méditation pour essayer de régler ça. Finalement, ça n'a pas marché, fuck all. Ça m'a fait du bien, mais... tu sais, ça finit que je vais appeler le fucking 911, puis là, les paramédics se sont ramassés chez nous à me faire des prises sur le cœur, puis là, genre... Parce que moi, je pensais que j'étais en train de mourir, puis là, mes parents étaient comme... Moi, j'étais sûr que je mourrais. Là, une crise de panique, moi, je le voyais comme une crise cardiaque. Je pense qu'on a une question du public. Ben, Oui. J'ai pas une question, mais j'ai déjà un de mes ex qui a fait comme... J'étais en train... Je fais une crise cardiaque, la même affaire, mais moi, j'ai comme été la personne extérieure. Puis, il me disait, je respire plus. Moi, je réponds, ben, tu respires, Chris, tu parles. Mais... Tu sais, il me l'a dit une couple de fois, puis je l'ai astiné juste pour être capable de le ramener un peu dans la réalité. Puis quand il a réussi par comprendre qu'il respirait, parce que, tu sais, comme tu dis, tu es déconnecté de la réalité, là, j'ai été capable de l'amener. Tu sais, quand on dit, tu sais, ils disent, dis pas à un anxieux de respirer. Ouais. Parce qu'il ne catch pas. Uh-huh. Je respire pas. Pourquoi tu me dis de respirer? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu pars une crise de panique, puis, mettons, tu parles à quelqu'un qui est en panique, tu parles plus à la personne, en fait. Là, tu parles à son subconscient. La vraie personne est plus là. Elle disparaît, là. C'est comme quand tu bois bien de l'alcool, mettons, là, tu sais, t'as l'impression que, genre, tu perds la pensée, puis là, t'es vraiment juste dans le moment présent, tu fais juste vivre les choses, c'est pour ça que le monde boive, tu sais. Mais là, c'est comme si j'enlèverais 2 couches, puis je suis comme, t'es vraiment sur la... En fait, tu deviens vraiment un animal qui est en mode survie. Tu n'as plus le côté rationnel. Fuite, combat, that's it. Fait que, t'as beau dire, c'est cave, là, tu sais, je mourrais pas là. Moi, finalement, j'ai été à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je le savais que j'avais rien, mais j'avais besoin de me faire dire par un médecin qui check mon cœur. Ouais. OK? T'es correct, t'as rien. Mais okay, ça, ben merci, tu me rassures. Ça, je suis obligé de connecter avec toi là-dessus parce que ça m'est arrivé pas exactement la même affaire, mais la même conséquence qui est l'ambulance vient me chercher. Là, c'est ça, là, ils checkent tout. Sauf que moi, le déclic de je suis pas immortel, je l'ai eu quasiment 20 ans plus tard que toi. Mais, fait que, bref, effectivement, on n'est pas immortel. J'ai eu des petits défis de santé. Puis comment j'ai réglé ça? Herboristerie. Oh! Ça, c'est un autre sujet, mais faut pas le dire trop fort. Mais la nature peut régler bien des affaires. C'est pas bon pour l'industrie pharmaceutique. Dis-les pas. Fac. Ouais. L'anxiété. Mais c'est ça. Moi, où je voulais en venir avec ça, c'est. Je trouve qu'à l'école, on devrait être informé, puis on devrait être formé justement sur ça, sur les troubles mentaux, toutes les choses qu'on pourrait développer. Tu sais, I guess que si, mettons, genre un jour, je développe de la schizophrénie, j'aimerais ça savoir c'est quoi. Tu sais, histoire de pas rajouter du stress de coller, c'est quoi qui m'arrive. Tu sais,
sais, des troubles mentaux, il y en a beaucoup, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent, là. Et je pense pas que c'est trop, puis tu sais, c'est tellement... je me rappelle plus des chiffres, mais je sais qu'il y a une grosse partie de la population qui est pognée avec des troubles mentaux, tout ce qui est bipolarité, anxiété généralisée, justement, puis... Écoute, c'est l'enfer. Moi, ça m'a frappé. J'ai pas besoin de chercher loin. Là. J'ai eu des invités qui sont venus ici, qui, là, ça sortait, puis là, tu Caroline, OK, c'est... Oui. Puis je trouve que c'est amplifié depuis la COVID. Ça a été... ça a fessé dans le dash, la crise. J'ai pas vécu ça, personnellement. Par rapport à la COVID, moi, j'avais peur de ce qui pouvait vraiment me tuer. Ce qui pouvait me tuer ou ce qui pouvait m'enlever quelque chose. Quand je te parle d'anxiété, moi, je parle... Ça peut être anxiété sociale, sortir de la maison, etc. Oui, ça a touché beaucoup de monde. Je veux dire, au niveau général, là, je le mets plus général, le terme, mettons. Ouais. Non, c'est clair. Ouais. Ça a touché vraiment beaucoup de monde. Ouais. Passons à un autre sujet. Oui. D'enseigner puis de genre propager ton art, mettons. Ah, ça, c'est full intéressant. Merci pour ta question. En fait, c'est venu tout seul. À l'époque, je pourrais peut-être rentrer là-dedans, ça pourrait être drôle. À l'époque, je travaillais chez Couche-Tard. Je travaillais de nuit. Pas pour rien, parce que je voulais pouvoir faire des pratiques de band pendant le jour, puis moi, j'étais comme, je préfère ne pas dormir que couper ça, tu sais. Fait que comme ça, je me donne le jour. Bon. Fait que j'ai travaillé chez Couche-Tard pendant un petit bout. Puis, qu'est-ce qui se passait chez Couche-Tard, c'est que moi, je travaillais de nuit, je m'en calissais un peu de ce job-là aussi, là, tu sais. Fait que j'ai amené ma guitare à la job, puis je jouais sa job, tu sais. Puis ça m'a. Mais attends, ça m'a. Je travaille chez Couche-Tard. Hey! Voulez-vous une barre de chocolat? Ça a été du temps rentabilisé, OK? C'est ça? Tu j'étais dans le backstore. Écoute, j'aurais dû. J'aurais dû. Non, j'aurais pu, excuse-moi. Ouais. Faut pas avoir de regrets. Fait que, ouais. Mais c'est quoi, tu jouais de la guitare devant les clients? Non, fuck all, je travaillais de nuit. Il n'y a pas de clients. Quel client? Ouais, OK, je te suis. Fait que, moi, je me mettais dans le backstore avec une chaise pliante. Mon gérant, tous les matins, il me disait, t'as pas le droit de faire ça. Puis j'étais comme, elle le refera plus. Tout le temps. Tu t'en foutais de te faire virer ou pas? Mais c'est parce que tu travailles de nuit. Hey, pour les gens qui travaillent chez Couche-Tard, là, ils crisseront pas dehors. Ils ont besoin de toi. T'es surtout en ce moment. Non, mais tu travailles de nuit. T'es genre t'es la première chaîne. Couche-Tard, couche-tard. Je veux dire, c'est toi qui fais rouler la business, tabarnak. Tu peux pas te crisser dehors. Il faut que ça te tente, tu sais. Couche-Tard, là, ils ont perdu bien des gérants. C'est une entreprise qui rush bien gros. C'est très dur pour le monde de travailler chez Couche-Tard. Fait que généralement, la gestion est vraiment pas wow. Fait que, tu sais, on avait beaucoup de choses. Hey, pour vrai, il faut pas que je dise trop d'affaires parce que sans ça, je vais me faire. Hey, si je dis trop d'affaires, c'est sûr qu'ils vont m'actionner. Il faut pas que j'en dise trop. Que j'ai en baissé, là. Je veux dire ce que moi j'ai fait de mal, pas ce que Couche-Tard a fait de mal. Je me rappelle pas si j'ai signé un contrat, mais je vais pas prendre de chance. Il y a un moment donné où j'ai été mis dehors pour des raisons que, honnêtement, je considérais comme j'ai fait vraiment pire avant. Pour vrai, t'avais d'autres raisons de me mettre dehors que ça. Je vais pas dire ce que j'ai fait, mais je veux dire, je l'ai cherché, là. Tu sais, c'était... À la fin, là, j'étais écœuré. Tu sais, j'avais passé d'un Couche-Tard à un autre. J'étais rendu un employé flottant. Si j'allais d'un... Ouais, j'étais un employé flottant. Fait que qu'est-ce qui se passait, c'est que j'avais pas un dépanneur à signer. Qu'est-ce qui se passait, c'est que au début, j'avais mon dépanneur à moi. Tu sais, c'était toujours là que je travaillais. Après ça, j'avais un dépanneur qui était comme mon QG. C'était là que, genre, mon gérant y était. Mais moi, on m'envoyait dans d'autres Couche-Tard. L'affaire, c'est que j'étais mieux payé que les gens avec qui je travaillais. Fait que moi, j'étais payé 16$ la semaine. Faut pas que je le dise. Gros salaire. J'étais payé 16$. Pour un gars qui travaille de nuit, chez Couche-Tard, pour vrai, c'est vraiment correct. Là. Puis en plus, il y avait la prime COVID, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'était vraiment quoi qui était comme... Pour vrai, c'était nice. Là. Puis c'était... Je travaillais avec d'autres mondes qui étaient moins bien payés que moi, juste parce que moi, je faisais le tour des magasins. Puis, encore, je te dis, j'étais un employé de marde. Là. Genre, vraiment, chez Couche-Tard, j'étais pas un bon employé, zéro. Là. Ça m'est arrivé là, pendant que j'étais flottant, là, OK, que je... Ben oui, mes gérants, ils le savent, là, fait que je peux le dire. Là. Je faisais ma job.
je faisais ce que j'avais à faire, puis je repartais chez nous après. Mais moi, ils me payaient la nuit au complet. Fait que moi, je détestais ça, mais vraiment à mourir. Puis l'affaire, c'est que j'avais pas les couilles de crisser le job-là. Fait que j'étais comme, m'a faire des affaires jusqu'à temps que je me fasse mettre dehors. Puis à un moment donné, c'est arrivé. Ils m'ont mis dehors. Puis, je me rappelle, j'avais le smile d'en face quand il m'a cassé dehors. J'étais content. J'étais comme, j'ai réussi ma chatte. Il était temps. Ça fait 2 ans que j'essaye. Mon Dieu. Fait que, quand ils m'ont mis dehors de chez Couche-Tard, là, c'est là qu'on rentre dans le monde de l'enseignement. J'ai commencé à publier sur, Kijiji, Marketplace. Marketplace, c'est plus compliqué. Là. Marketplace, il faut essayer genre plusieurs fois parce que t'as pas le droit de proposer des services. Mais à un moment donné, ça passe. Je sais pas comment que ça marche, mais en tout cas. Puis, là, j'ai commencé à avoir des appels. J'ai commencé à enseigner du monde. Écoute, j'ai enseigné à une prof de cégep. J'ai enseigné à un millionnaire qui habitait dans les tours du Centre Bell. J'ai enseigné à tellement de monde. Tu sais, je veux dire, quand t'es payé 120$ pour 2 heures de job, là, j'étais rendu là, tu sais, puis on s'entendait, là, je parlais plus que je montrais à Guit, là, parce que, tu sais, vraiment, c'était... Le gars, il cherchait un ami, là. Tu sais, il cherchait un ami, puis il l'a trouvé, parce qu'aujourd'hui, encore, je le considère comme un ami. C'est une personne formidable. Puis, tu sais, il me commandait des sushis, puis il m'amenait à la ronde, là, tu sais, je veux dire... C'était mon sugar daddy, tu sais. Il me disait, t'es comme une pute, je te paye, mais je te fourre pas, tu sais. On fait juste parler, t'es juste la partie psychologique. Fait que tu sais, j'ai eu cette relation avec ce gars-là, puis tellement plein de... Pas la relation de Sugar Daddy, ça c'est une joke, by the way, là, si t'avais pas compris, là. Je le dis de même, c'est important. Ah, mon Dieu. OK, fait j'ai enchaîné plusieurs élèves de même. Je me suis rodé. Puis, un beau jour, j'ai été engagé dans un centre communautaire où j'ai enseigné à des enfants entre 10 et... en 5 et 12 ans. Je pense que j'ai été le meilleur prof qu'ils ont jamais eu de toute leur vie parce que je les parlais pas comme si c'était des enfants. Faut l'importance. T'es professeur, là, toi à la maison, c'était professeur au secondaire ou au primaire. Non, au primaire! Au primaire. Parle pas aux enfants comme ça serait des enfants, ils aiment pas ça. C'est pour ça que tu te fais varger dessus par tes élèves. Je te jure. Hey, écoute, mes élèves, là, il y avait entre 5 et 10 ans, puis ils me disaient carrément d'en face, « Toi, on te fait pas chier. Mais nos profs à l'école, là, ils en peuvent en tabarnak. Hein? » Puis je te le jure, la secrétaire, là, quand moi je rentrais, ils t'ont dit t'es VIP, on te fera pas chier. Moi, je suis VIP. Mais je te jure, j'avais des conversations deep, là. Hein? Vraiment, là, on parlait de politique, on parlait de guerre en Ukraine. J'étais comme, sacrément, hein, mon Dieu, ils sont cultivés. OK. Là, je te parle, là, surconsommation de l'information. Mon Dieu, je te jure, à 10 ans, le kid de 10 ans m'a appris des affaires sur la politique, là. Tu sais, c'est vraiment le fun quand tu parles à un enfant, tu te rends compte. Quand tu parles à un enfant, puis t'as pas de... Ah, ça, c'est une autre affaire qu'on va parler tantôt, là, mais l'orgueil mal placé, je déteste ça. Pour moi, c'est la toxicité pure de l'être humain. Et tout le monde a ça de base. Par défaut, on est tout orgueilleux. Le jour où tu perds l'orgueil, c'est là que tu apprends, c'est là que tu es... Moi, j'ai été un gros fan de tout ce qui est genre les mangas, puis un anime qui m'a vraiment... tellement forgé en tant qu'être humain, c'est Naruto. C'est sûr que genre, ça parle à tellement de monde. Puis Naruto, c'est la personne la moins orgueilleuse du monde. Il s'en va rencontrer des ennemis. C'est des gens qui, à la base, veulent littéralement sa mort. Puis à la fin, il finit par devenir ami avec eux autres. Puis il finit par apprendre d'eux. Puis finalement, il devient le meilleur. Mais c'est un petit peu le même principe. Il devient Hokage, exactement. Il y a un fils qui devient plus fort que lui. En tout cas, c'est... regarde. La vie de rêve. Tu vas-tu te faire un costume d'Hokage? Ce serait le fun, ça, hein? Je me suis déguisé en Naruto quand j'étais jeune. Ah ouais? J'ai eu toute la cour d'école qui me courait après. Moi, j'aime bien le troisième du nom. Ouais? Avec le chapeau, ouais. Ils ont tous le chapeau, il me semble. Ouais, c'est vrai. Ouais. Lui, il est le rouge. En tout cas, non, ils sont tous rouges, c'est ça. Enfin, bref. On parle de Naruto, là. Mais... Est-ce que tu penses que... Parce que j'ai vu Naruto comme toi, puis je trouve que cette émission-là, elle est très sous-estimée. Il y a beaucoup d'adultes qui rient de ça. Hein, voyons. Là, la pogne, je veux rentrer là-dedans parce qu'il y a même la psychologie avec Naruto. Là, la pogne, c'est que les gens vont regarder ça, c'est des comiques pour des enfants, puis ils décrochent.
Mais T'as tu peux, rien compris. non, c'est ça. Tu peux pas te fier à un petit preview sur YouTube parce que là, ils voient des bonhommes se battre puis ils font il n'y a rien là-dedans. Non, tu comprends pas. Là. Moi, personnellement, tu me diras ce que tu en penses. On parlait de bon enseignement. Moi, je mettrais ça carrément à des enfants ou des ados. Ben, des enfants. Il faudrait déterminer l'âge, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça enseigne tout ça, Naruto. Là-dedans, il y a l'amour, il y a la sagesse. Il y a, j'en oublie-tu, en tout cas, il y a l'amitié, etc., tu sais. Je pense que de base, les Japonais sont vraiment en avance sur nous. Hey, check, Ouais. je vais descendre encore d'autres affaires. Là. Vas-y donc. Les dessins animés, mettons, qu'on a dans... Mais mettons tout ce qui est autant européen que nord-américain, on a des dessins animés qui sont vraiment très infantilisant, mais tu sais, Très quoi? Infantilisant? Non, ça OK. dit tellement pas français. Mais je veux dire, qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est très... ça rend idiot, mettons. Puis, Ouais. c'est pas quelque chose Ça n'a qui rien à t'élève. voir avec Naruto. Là. Puis les Japonais, eux, ce qu'eux, ils écoutent, Ouais. c'est pas des choses de même. C'est des affaires qui sont profondément intelligentes. Si tu prends tout ce qui est, mettons, Princesse Mononoke, tout ce qui est Studio Ghibli, mais c'est d'une intelligence incroyable. Mais c'est tellement mature, c'est à un niveau qui n'a pas de sens. C'est des vrais auteurs puis des vraies personnes passionnées. Puis ici, on sert littéralement de la merde aux enfants puis on s'étonne que la plupart du monde finisse quasiment stupide, tu sais, puis c'est parce qu'on n'est pas sur des bases qui sont solides. Tu prends tu prends tout ce qui est les pays d'Asie, mettons, tu sais, ils sont intellectuellement, je pense qu'il y a comme un consensus qui dit que sont comme une coche au-dessus, tu sais, c'en est presque une joke raciste de dire « Oh mon Dieu, les Chinois sont bons en mathématiques », tu sais, c'en est rendu là, tu sais. C'est un préjugé, mais c'est parce que concrètement, leurs bases sont tellement plus solides que les nôtres. Tu sais, je veux dire, c'est le début de la vie, tu sais. C'est quoi que tu as envie, genre, d'amener? T'as envie d'amener de quoi d'idiot, de quoi d'intelligent? Je pense que l'enfant va être capable. Je te l'ai dit tantôt, là. Moi, je parlais avec des enfants, genre, de 7-10 ans, puis c'est pas des caves, là. C'est pas des caves pantoute, là. Si t'es traites comme des caves, ça va être des caves. Mais si t'es traites comme des adultes, t'es traites comme du monde qui ont du sens, t'es traites comme du monde qui ont de la légitimité. T'es descends pas. Moi, j'ai 20 ans, là. OK? Un de mes meilleurs amis, il a 30 ans. J'ai enseigné à un enfant de 10 ans qui m'a appris des affaires en politique, OK? Je te jure, là, OK? Je suis plus proche de sa génération que probablement la génération de mon ami de 30 ans. Puis mon ami de 30 ans, c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Puis pourtant, on a 10 ans de différence. Je suis capable d'être ami avec ce gars-là. Pourquoi je pourrais pas, mettons, être au même niveau? OK? C'est au niveau de l'orgueil. C'est parce qu'on a peur de... On est tellement orgueilleux qu'on a peur, justement, de mettre l'enfant au même niveau que l'adulte. C'est fucking triste. Parce que l'enfant, lui, se fait descendre tout le long de son cheminement. Il se fait pas dire, mais il se fait comprendre que tu ne vaux pas un adulte. Ton avis a moins de valeur. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui ne répond pas à l'adulte? Qu'est-ce qu'on lui dit en message caché? Oh, ça, c'est tes mots, là. OK? Oui. En message caché, ça veut dire t'as pas de légitimité. Oui, c'est bon. T'écoutes, puis tu fermes ta gueule. C'est triste, mais c'est ça. Puis toi, là, OK, cet enfant-là, il grandit avec cette idée-là dans la tête. Ça crée des blocages, ça, là. Ça crée des blocages, puis ça crée des stress. Moi, je pense, je le pense vraiment sérieusement que ça va créer un stress psychologique sur l'enfant, puis que c'est sûr que l'adulte qui va en découdre va pas être le même adulte que si, dès qu'il a 10 ans, j'y donne de la légitimité. T'es légitime de penser telle chose. Moi, j'ai plus d'expérience que toi. C'est la seule différence que j'ai avec toi. On est la même base, on est la même classe. Et tu vois, les RPG, les affaires de même, là, tu peux choisir voleur, guerrier. Nous, on est tous guerriers. On est tous dans la même classe. Tout le monde est pareil. Okay? Après, c'est qu'est-ce que tu amènes par-dessus ça? C'est quoi que tu amènes dans l'arbre qui va faire la différence? La différence entre moi et un enfant de 10 ans, c'est juste que moi, je suis rendu un petit peu plus loin dans l'arbre. La seule différence. Rien d'autre. On est les mêmes personnes, on est des humains. Tu sembles être quelqu'un qui a une curiosité insatiable. Et
Ben justement, on s'est connus parce que tu as fait ma formation. Yep. T'avais hâte d'en parler, hein? Ben non, Non, là, mais j'ai hâte d'en parler aussi. Pour être honnête, j'avais complètement oublié pendant l'entrevue, mais là, ça m'est revenu parce que tu as parlé de... Je vais te un lien, mais... Pourquoi? Je t'adore, David. Je te laisse ta liberté de parole. OK. moi. Pourquoi? On commence. Hey, attends, là. Vas-y. À l'âge de 5 ans, Ouais. OK, je suis... je pars de loin, hein? J'ai... Hey, s'il te plaît, là. Hey, t'as vu, tu m'enlèves la légitimité, tu fais la même chose. L'orgueil. OK. Fait qu'on part sur des bonnes bases. Et maintenant... Quand j'avais 5 ans, t'avais probablement... Attends, quand j'avais 5 ans, t'étais un petit peu plus jeune que moi. T'avais environ... je parle pour vous, là. Environ 20 ans. OK. 20 ans. Je sais pas laquelle. Quand j'avais 5 ans, t'avais 20 ans. OK, bon. Je suis tombé par hasard, par pur hasard, parce que j'aimais beaucoup Naruto, puis je cherchais sur Internet des affaires. Ouais. Puis je suis tombé sur de la pornographie. OK? OK. Puis ça va avoir un gros impact sur le restant de ma vie. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, enfant de 5 ans, découvrant pornographie, que j'ai entendu à l'école que adulte, bang bang, ça faut, bon. Moi, dans ma tête, c'était quelque chose que de base... Je veux dire, j'étais neutre par rapport à ça. Moi, je découvre ça, je suis comme, OK, bon, ça existe, OK, wow, OK, bon, il suce la graine, bon, OK, wow, bon Dieu, wow, ça se fait, bon. OK, enfant de 5 ans qui découvre ça de manière totalement neutre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite de ça? C'est que moi, j'ai été à l'école, puis j'ai fait un petit, tu sais, les moineaux en papier. Ouais. Puis quand on ouvrait, j'avais dessiné des positions sexuelles. OK. OK? Bon. Puis, ouais, regarde. T'es Un une, vraie enfant de boîte à, 5 t'es ans, une là. vraie boîte à surprise, toi, comme invité. Continue. On va continuer. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'arrive chez nous, je montre ça à ma mère, puis là, Ouais. je suis comme, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis full fier de mon affaire. Où je veux dire, je vais rentrer dans le trash, mais je veux dire, on peut, là, mais littéralement, ce que j'avais, c'était... sur un des papiers, c'est le seul que je me rappelle, c'est il y a une face avec un zizi dans la bouche puis qui se fait pisser dans la bouche. Pour moi, c'était de la pisse, mais probablement que c'est pas comme ça que ça a été interprété par mes parents. Fait que là, ma mère, ben elle savait pas trop quoi dire. Fait que moi, j'ai été me coucher ce soir-là. Puis là, mon père me réveille au milieu de la nuit. Là, je vais pas faire trop un gros lapsus sur mon père parce que je ne sais pas à quel point qui est à l'aise à ce que j'en parle, mais mon père, il a vécu des choses par rapport à son propre père qui était pas cool, vraiment pas cool. Puis mon père, il a vécu probablement une des vies les plus rock'n'roll au monde. Fait que lui, quand il voit que sa femme lui montre un moineau avec des... Ben lui, dans sa tête, c'est où qu'il a vu ça, là? Lui, il a fait des associations dans sa tête. Je parle beaucoup de ça avec des amis, là, mais quand tu as vécu des choses, tu vas associer ce que les autres font à des choses que tu as toi-même vécues. Puis mon père, bien évidemment, il a clairement pensé que j'ai eu du viol, que j'ai été violé ou que peu importe, que j'ai eu un... Mon père, il a toujours eu vraiment peur de ça, comme que j'ai mon père qui a vécu des choses genre... Fait que, mon père m'a réveillé pendant la nuit, puis il a voulu en savoir plus. Moi, l'affaire, c'est que mon père me réveille au plein milieu de la nuit pour me parler d'un moineau, là. Moi, dans ma tête, j'ai associé sexualité à « c'est pas bien ». That's wrong. Parce que moi, le viol à 5 ans, je sais pas c'est quoi, là. Moi, juste mon père, clairement, il y a une bonne raison de me lever à genre 2 heures du matin. J'ai 5 ans, je m'en vais à l'école le lendemain. Il y a clairement de quoi de grave là. Puis il avait raison de le faire parce que techniquement, j'aurais pu être violé par, je sais pas, par... Tu sais, on jouait au hockey, tu sais, mon père, il m'a jamais, après ça, je pense que c'est après ça, il m'a jamais laissé tout seul avec un coach de hockey, là. Jamais, 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 jamais. Il a bien trop peur. Tu sais, mon père, il a fait du PTSD, c'est clair, net. Il va pas laisser ses enfants avoir le potentiel de vivre ce que lui a vécu. Fait que
Fait que là, moi, ça a créé ce blocage-là émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence à voir les gens autour de moi parler de sexualité, de découverte, de la découverte. On arrive vers la fin de l'émission, mais C'est on va te laisser finir Ok. l'histoire. Vas-y. Bref, de la découverte justement de la sexualité. Puis Ouais. moi, je voyais ça. Puis à un certain moment, à un certain moment, à 20 ans, je me suis rendu compte que j'avais clairement un blocage. Parce que, en fait, dès que j'ai eu des avances de filles, dès que j'avais des possibilités que ça puisse marcher, en fait, c'est que c'était moi qui me bloquais. C'était moi qui repoussais quasiment. Tu sais, j'étais incapable de le prendre. Puis j'ai eu besoin D'outils, peut-être? En fait, j'ai eu besoin qu'une fille me dise c'est correct. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'une fille qui était avant amoureuse de moi puis que j'ai rejeté par blocage émotionnel, on s'est parlé dans un pizza, puis elle m'a dit pendant 1 heure de temps que c'est correct. C'est correct que genre t'aies des envies sexuelles. C'est correct qu'une fille ait des envies sexuelles. Tout ça, c'est normal. Puis j'avais besoin qu'on me le dise. J'avais besoin qu'une fille me le dise. Puis c'est après ça que là, j'ai commencé à... En fait, à 21 ans, j'ai vécu ce qu'un jeune de 13 ans découvrant la sexualité vit. OK, je comprends. Où je suis parti avec le début. C'est là que je suis rentré dans la découverte. Puis j'avais besoin de ça. Du pourquoi tu es venu chercher les outils. Et voilà pourquoi je suis venu chercher des outils. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu ce 10 ans-là d'apprentissage. Moi, quand quand j'ai été chercher ta formation, là, j'étais vierge sur tous les points. J'étais vierge en relations humaines, séduction, 0, fuck all. J'ai jamais essayé de le faire. Je veux dire, quand moi, les filles venaient vers moi, j'y repoussais. Même si elles m'attiraient, je les repoussais parce que pour moi, c'est mal, c'est wrong. Fait que de là, aller chercher ta formation, c'est que je voulais prendre du temps. Puis honnêtement, David, je vais te dire de quoi, puis là, je suis devant toi. Oui, OK, vas-y. Ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Ben, merci beaucoup. Tu me fais chaud au cœur de me dire ça. On craint dessus. Merci, man, pour ça. Ben écoute, ça fait plaisir. Je suis content. Je vois la lueur dans tes yeux quand tu me dis ça. Tabarnouche avec l'émotion, ça rentre dedans. Hein? Ah là là. Comment mieux finir cette émission, mon Dieu? Ben merci pour tes beaux partages. Tu nous as fait rire, tu nous as entertainés, tu nous as rendus émus. Écoute, on est contents. Puis, est-ce qu'il y a c'est où que tu veux que les gens te suivent? Je vais parler à la caméra, histoire de respecter les gens à la maison. Vous pouvez me trouver sur YouTube, ANDYND, Gabriel. Je fais de la musique, puis je fais des petits clips. Venez voir ce que je fais, ça coûte rien. Venez vous abonner. Excellent. Voilà. Merci beaucoup. Et, merci aux gens à la maison. Merci au public qui a été très actif aujourd'hui. Le public en super public. Et puis, donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission du Delicious Show. Salut!